Magnifique. Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Bienvenue dans la commission environnement. Donc à l'ordre du jour, il y a la proposition des collègues Icazban et consorts modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie en vue d'autoriser jusqu'au 31 décembre 2026 l'accès de certains véhicules à la zone de basse émission. Avant d'entamer la présentation, nous devons désigner un rapporteur. Monsieur Icazban. Je suggère notre estimé collègue Gaëtan Van Goetsenhoven. Merci beaucoup, c'est bien noté. Merci, chers collègues, pour votre confiance. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et Monsieur Icazban, vous gardez la parole comme vous êtes le premier signataire de la proposition pour présenter le texte. Je rappelle donc que pour les auteurs, dans l'exposé introductif, il n'y a pas de restriction dans le temps de parole. Pour la discussion générale, ensuite, c'est 20 minutes par groupe politique et 10 minutes par indépendant. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Je vous rassure, je ne vais pas utiliser mes 20 minutes. Je ne vais pas être très long, car nous avons déjà eu en fait l'occasion d'échanger très longuement au sujet de cette ordonnance. Et donc la proposition d'ordonnance que nous examinons aujourd'hui vise à modifier le paragraphe 6 de l'article 3.2.16 du COBRAS, introduit par l'ordonnance du 17 octobre 2024, donc, laquelle fixait la mise en œuvre de la prochaine phase de la zone de basse émission au 1er janvier 2027. 1er janvier 2027, je précise pour le rapport. Donc l'objectif est ici de clarifier l'intention du législateur et d'éviter toute ambiguïté ou mauvaise interprétation concernant un éventuel report de cette phase. Lors des discussions en commission et en plénière, nous avons souligné à plusieurs reprises une réalité qui ne peut être ignorée aujourd'hui. Un nombre important de Bruxellois ne peuvent se déplacer autrement qu'en voiture. Cela concerne particulièrement les familles monoparentales qui représentent environ 12% des ménages bruxellois, mais aussi les infirmiers et les infirmières, les travailleurs et les travailleuses à domicile, les petites et moyennes entreprises, les artisans, les ouvriers, les livreurs ainsi que les aides ménagères, qui, pour exercer leur métier, doivent se déplacer dans plusieurs foyers chaque jour. Pour ces travailleurs souvent précaires, ne pas disposer d'une voiture signifie risquer la perte de leur emploi, ce qui serait une injustice sociale et économique. C'est pourquoi, dès septembre dernier, nous avions donc déposé en urgence la proposition d'ordonnance visant à repousser la mise en œuvre de la prochaine phase de la LEZ au 1er janvier 2027. Nous estimions qu'il était impératif de décaler cette échéance, faute de mesures d'accompagnement suffisantes pour les ménages et les professionnels qui dépendent d'un véhicule pour leur déplacement quotidien. Pour notre groupe, il est évident que justice sociale et justice environnementale sont deux combats indissociables. La transition écologique ne peut être juste que si elle prend en compte les réalités socio-économiques des Bruxellois et des Bruxelloises. Nous ne voulons pas qu'une mesure environnementale, aussi importante soit-elle, devienne un facteur d'exclusion sociale ou d'aggravation des inégalités économiques. Pardon. Si notre volonté de reporter cette phase de la LEZ était claire et bien comprise par les administrations et les citoyens, cette ordonnance permet aujourd'hui de sécuriser juridiquement le processus dès le 1er janvier 2025. L'article 2, dans sa nouvelle version, précise les types de véhicules qui pourront circuler dans la zone de basse émission, notamment les véhicules électriques et ceux fonctionnant à l'hydrogène, qui seront exemptés de toute restriction temporelle conformément à l'arrêté du 25 janvier 2018. Il s'agit d'assurer la continuité de cette mesure sans rupture en garantissant la sécurité juridique. En effet, il avait déjà été annoncé que la phase de la LEZ serait reportée au 1er janvier 2027 suite à l'adoption de l'ordonnance du 17 octobre 2024. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, permet aujourd'hui d'officialiser cette rétroactivité en assurant à la fois la clarté des règles et la préservation des intérêts des Bruxellois et des Bruxelloises concernés. Pardon. En conclusion, nous sommes convaincus qu'il est possible de concilier un environnement et une qualité de l'air plus sain avec une réelle justice sociale. Nous devons veiller à ce que toutes et tous puissent bénéficier de cette transition écologique sans laisser sur le bord de la route, sur le bord du chemin, celles et ceux qui, par nécessité, ne peuvent se passer de leur voiture. C'est ce sens de l'équité qui nous guide et qui nous conduit à déposer cette proposition
d'ordonnance. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente, et j'invite tous les collègues, évidemment, à la soutenir. Merci beaucoup, Monsieur Icazban. Madame Durcel, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, dans la foulée, nous avons évidemment co-signé ce texte, et je rappelle aussi en quelques mots le fait qu'en effet, en octobre dernier, on a adopté une ordonnance qui visait à reporter l'entrée en vigueur de la prochaine phase de la LES au 1er janvier 2027. Il s'agissait d'une décision responsable, adaptée aux réalités sociales et économiques de notre région et qui visait à accompagner au mieux nos concitoyens et nos entreprises dans cette transition vers une mobilité plus durable. Toutefois, il est apparu que la rédaction de l'article 3.2.16 du COBRAS dans sa version adoptée ne reflétait pas exactement cette volonté. Des incertitudes ont émergé. Nous devions d'y remédier pour assurer la sécurité juridique et éviter d'éventuels contentieux. Alors, la proposition qui nous est soumise aujourd'hui vise donc à modifier cet article en clarifiant la mise en œuvre de l'objectif poursuivi, c'est-à-dire que la prochaine phase entrera bien en vigueur le 1er janvier 2027. Cette précision était essentielle. Il faut noter que les administrations concernées, les citoyens et les entreprises ont intégré ce report dans leurs préparatifs et leur communication. Il s'agit donc d'assurer une cohérence entre la norme et sa mise en application effective. Cette modification sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter toute contestation relative à la validité du report. Je préciserai que dans la mesure où cette nouvelle ordonnance ne fait que préciser l'intention initiale du législateur sans comporter de nouvelles règles juridiques, le caractère rétroactif de cette ordonnance ne pose dès lors aucun problème. Dans les commentaires des articles, cette proposition clarifie aussi la définition des véhicules autorisés dans la LES en précisant que les véhicules non polluants, comme les électriques et à hydrogène, y auront accès sans restriction. Même si ces éléments figurent déjà, avec cette fois une portée réglementaire dans l'arrêté du 25 janvier 2018, relatif à la zone de basse émission, il semblait souhaitable de préciser ici afin d'éviter toute ambiguïté sur le sujet. De plus, l'obligation d'information est supprimée en raison de problèmes juridiques liés à la protection des données et à son coût élevé, jugé disproportionné par rapport à son utilité. Par ailleurs, je préciserai que si le paragraphe 6 de l'article 3.2.16, tel que voté en octobre dernier, présentait effectivement un caractère insuffisamment clair d'un point de vue juridique, c'est principalement en raison du caractère extrêmement complexe et peu lisible des dispositions relatives au calendrier de la LES dans l'arrêté du 25 janvier 2018. En effet, l'article 5 de cet arrêté mélange des dispositions textuelles qui concernent les premières phases de la LES applicables de 2018 à 2024 et ensuite un tableau des phases suivantes de 2025 à 2036. À ce premier élément de confusion, en figure un second. Au sein de la même colonne du même tableau, on mélange différentes catégories de véhicules qui ne sont autorisés à rentrer dans la LES qu'à partir du moment où ils correspondent à une certaine norme minimale euro, avec d'autres catégories de véhicules qui sont cette fois interdits d'entrer dans la LES. Ces dispositions techniques étant actuellement assez confuses, il serait souhaitable que le prochain gouvernement de plein exercice, revoit complètement la façon de structurer les différents jalons de la LES dans cet arrêté afin de simplifier la lisibilité des dispositions, tant pour les citoyens que pour les administrations concernées. Alors, mes chers collègues, la présente modification ne change en rien l'objectif de la politique environnementale que nous poursuivons collectivement. Elle vise simplement à clarifier le cadre juridique et à éviter tout risque d'interprétation divergente ou de litige. Je vous invite donc à soutenir cette proposition d'ordonnance afin d'assurer une application sereine et transparente des mesures relatives à la zone de basse émission. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je ne vois pas de demande d'intervention de la part des autres signataires. Donc, si OK pour vous, je vais reprendre l'ordre classique de préséance des groupes. Est-ce qu'un représentant de Groen, meneer Beks, u hebt het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er zijn zelfs meerdere vertegenwoordigers van Groen, maar ik zal in deze het woord nemen zoals ik dat ook heb gedaan bij de zittingen in oktober. Collega's,
De voorbije maanden is de luchtkwaliteit in Brussel vaak zo slecht geweest dat we eigenlijk aan onze kinderen en aan onze ouderen zouden moeten aanbevelen om thuis te blijven, niet buiten te komen, want het is veel te ongezond om in Brussel buiten te komen. En ik zal het nog eens uitleggen. Dat komt in zeer grote mate door het wagenpark dat door Brussel rijdt en dat veel te veel onze lucht vervuilt. Daarom hebben we heel lang geleden, zodat de burgers zich daarop konden voorbereiden, een tijdschema uitgewerkt waarbij de meest vervuilende auto's geleidelijk aan verboden zouden worden in Brussel, voor de gezondheid dus van onze kinderen, van onze ouderen en van de Brusselaar in het algemeen. Bon, ik denk dat het toch belangrijk is om dat hier nog eens centraal te zetten bij het begin van deze besprekingen. Tweede element. Brussel zit nu al 8 maanden te wachten op een regering. En ik ben blij dat collega De Beukelaar hier is toegekomen. Het zou mooi geweest zijn moest de burgemeester van Watermaal-Bosvoorde en de fractieleider van de PS hier ook geweest zijn. Maar er is een moment geweest waarop zij drie, samen met de onderhandelaar van Open VLD, samen met de onderhandelaar van Vooruit en samen met de onderhandelaar van mijn partij Groen, rond de tafel zaten en zich aan het buigen waren over hoe we de begrotingssituatie van Brussel moesten aanpakken. Die Nederlandstalige partijen waren daartoe bereid, ondanks het feit dat er nog geen Nederlandstalige meerderheid gevormd was, om het laten vooruit te gaan en om te proberen om een 4e partner te zoeken. Collega De Beukelaar, als u toen wist wat u nu zou weten, zou u dan nog samen met uw 2 collega's 4 aankondigen dat u eens een keer goed ging zorgen dat de problemen onmiddellijk opgelost werden van de Brusselaars? 3 mannen die hier een keer een initiatief hadden genomen om meteen onze problemen op te lossen? Ik denk het niet. Deze wet is een element, het is niet het enige element, dat geef ik graag toe, van het imbroglio waar we ons vandaag in bevinden. En vandaag, en dat is nu niet bepaald iets waar dit parlement fier op kan zijn, vandaag moeten we na heel de cinema die we in oktober hebben gehad, ook nog een keer terugkomen om deze wet te repareren, omdat jullie broddelwerk hebben afgeleverd. Totale juridische nonsens, waarbij er een wet is aangenomen die uiteindelijk besliste om niks te veranderen. Want dat is waar de milieuverenigingen die deze tekst hebben onderzocht om te bekijken of ze eventueel naar het grondwettelijk hof moesten gaan om een schending aan te kaarten van het stand-still-principe in milieuzaken, wat dus betekent dat je milieubeschermingsregels niet mocht afzwakken omdat bijvoorbeeld de situatie van de Brusselaars qua luchtkwaliteit al zo slecht is dat je dus niet mocht achteruit gaan, maar alleen maar mocht vooruit gaan. Toen ze dat aan het onderzoeken waren, hebben ze eigenlijk vastgesteld er is niets om tegen in beroep te gaan, want deze wet, waarover met zoveel intensiteit is gediscussieerd, die heeft eigenlijk niks veranderd, omdat de indieners van de voorstellen zich vergist hebben. En dus gewoon hetzelfde in de wet hebben ingeschreven als dat er al stond. En als er dan in de toelichting bij dit voorstel staat dat gebleken is dat die nieuwe 6e paragraaf van artikel 3.2.16 van het BWLKE die intentie van de wetgever vanuit juridisch oogpunt, en ik ben nu de indieners van dit voorstel aan het citeren, niet duidelijk genoeg vertaald heeft, collega's, dan is dat toch eigenlijk wel heel hard lachen met jullie zelf. Het is niet duidelijk genoeg vertaald, het is totaal niet vertaald. Daar komt nog eens bovenop dat in de toelichting van het voorstel staat, en ik ben blij dat de indieners dat vandaag niet herhaald hebben, maar dat het nodig was om dit voorstel opnieuw in te dienen om de in de pers aangekondigde gerechtelijke betwistingen hieromtrent te voorkomen. Dat klopt niet, hè, collega's, voor alle duidelijkheid. De milieuorganisaties die overwogen om naar het grondwettelijk hof te stappen tegen deze maatregel,
die gingen niet over de techniciteit van, waar collega Durcel ook naar verwijst, van ja, het is een beetje ingewikkeld, die kolommetjes met al die codes en jaren en voertuigen, die gingen niet tegen het technische karakter van deze wetswijziging naar het Grondwettelijk Hof gaan. Die gaan naar het Grondwettelijk Hof stappen. En ik neem aan dat ze dan nog steeds zullen overwegen om dat te doen, omdat het stand-still-principe in milieuzaken geschonden wordt. Dus het had enigszins de initiatiefnemers gesierd. Ik neem aan dat jullie de milieuverenigingen niet moeten bedanken omdat ze jullie op jullie broddelwerk hebben gewezen, maar ook nog eens lachen met die milieuverenigingen om te zeggen dat ze nu niks meer te doen hebben. Dat vind ik wat overdreven. Ik had persoonlijk, als ik hier naar het parlement terug moest komen met een reparatietekst, toch iets vriendelijker geweest voor de verenigingen die ons met de neus op de feiten hebben gedrukt. Er is nog een element dat uit de wetgeving verdwijnt met dit voorstel, namelijk de informatieplicht van mensen die met een auto, met een voertuig in de lage emissiezone binnenrijden, die eigenlijk in overtreding zouden geweest zijn en die vanaf 2027 in overtreding zullen zijn. Dat heeft dit parlement ook nog snel, op voorstel van collega Dalle was dat dan, erin gevoegd, om toch te tonen dat we toch nog iets doen, denk ik. Dat wordt er nu uitgeschrapt uit de tekst. Het was ook maar een doekje voor het bloeden. Maar ja, echt een bewijs dat er toen zorgvuldig wetgevend werk geleverd werd, is dit toch ook niet. En dus collega's, laat het duidelijk zijn, als je als politiek op een bepaald moment in oktober zegt, oké, beste burgers van Brussel, die verstrenging die we jullie al zo lang hadden aangekondigd vanaf 1 januari, we gaan die met 2 jaar uitstellen, dan vind ik niet dat je kunt een aantal maanden later, we zijn nu bijna een half jaar later, dat je kunt zeggen, ja weet je, we vallen toch terug op de oude regeling. Een overheid moet vertrouwen uitstralen naar burgers, moet betrouwbaar zijn. Wij denken nog altijd dat het beter is om te werken met een uitstel van boetes, zoals het in het verleden ook al gebeurd is, en dat de juridische toets wel doorstaat, dan om nu die regels aan te passen. Maar we vinden het wel logisch dat de regels correct worden aangepast, dat de burger weet waar hij aan toe is. Wat we wel denken is dat de timing of dat dit voorstel niet hoogdringend is. De indieners hebben terecht gezegd, we merken dat de diensten, de bedoeling van de wetgever, de diensten, de overheidsdiensten, de administraties, de bedoeling van de wetgever duidelijk hebben begrepen. En dat er op dit moment geen boetes worden uitgeschreven. Dus ik denk dat er ook tijd is om over dit voorstel het advies van de Raad van State te vragen. Ik heb dat trouwens bij de bespreking in oktober ook herhaaldelijk gesuggereerd. Dat vond men allemaal niet nodig, want jullie wisten heel goed wat jullie aan het doen waren. Het had misschien interessant geweest als het toch gebeurd was, achteraf bekeken. Maar ik denk, en ik ga er hier geen stemming over vragen, mevrouw de voorzitter, want ik kijk liever naar de collega's om te zien of zij zin hebben om het te doen. Ik heb geen goesting om hier nog een keer in de totale minderheid gesteld te worden. Maar ik denk dat het de indieners zou sieren. Ook richting de milieuorganisaties bijvoorbeeld, aan wie ze moeten dankbaar zijn dat ze met de neus op de feiten zijn gedrukt, dat ze op de hoogte zijn gebracht van het feit dat hun wetsvoorstel caduc was. Dat het hun zou sieren om het advies van de Raad van State te vragen. Uiteraard in de wetenschap dat intussen tijd geen boetes zullen uitgekeerd worden. Misschien is dat dus iets om over na te denken. Het zou een zekere introspectie tonen, een zeker bewustzijn van wat we hier beter kunnen doen. Nu, alleszins, mevrouw de voorzitter, het mag duidelijk zijn dat wij met Groen ons zullen blijven verzetten tegen deze wetgeving. Onder andere ook omdat wetgeving als deze gemaakt wordt na een degelijk proces van
het raadplegen van instanties, van bevolking, van inspraakmomenten, waaruit dan dat besluit is gevolgd met de fasering van de les. Waar mevrouw Durcel nu van zegt, ja, dat is allemaal toch wel wat onduidelijk. Mevrouw Durcel, dat was nog nooit onduidelijk tot het moment dat jullie zijn aan beginnen broddelen. En ik zou jullie toch wel aanraden om daar de gebruikelijke weg voor te volgen. Dat is alleszins wat wij voorstaan. Degelijke concertaties, degelijke voorbereiding. En dan zou je de wanvertoningen die we hier nu de laatste tijd rond gezien hebben, allemaal niet gezien hebben. Merci beaucoup, Monsieur Bex. Je ne sais pas si quelqu'un de la team Foi d'Aïdar souhaite intervenir. Pas à ce stade, Monsieur El Omari. Oui, brièvement. Donc, nous avions déjà soutenu le report de la LES auparavant. Ici, ce texte est beaucoup plus clair et réduit le champ d'interprétation. Donc, du coup, ici, notre position sera de toute façon positive à ce niveau-là. Je n'ai rien d'autre à dire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ritweger-Demort, j'ai vu que vous avez demandé la parole. Oui, donc le PTB a toujours été opposé au caractère inégalitaire de la LES et nous le réaffirmons bien évidemment aujourd'hui. Nous allons donc soutenir le texte. Pourquoi? Parce que la LES, c'est un des meilleurs exemples de politique punitive, injuste socialement et même inefficace pour la qualité de l'air. La LES ne touche absolument pas les personnes qui ont des très hauts salaires, comme les députés, qui ont les moyens de se payer de très lourds et très chers véhicules électriques, ni ceux qui bénéficient de voitures de société. On sait aussi que des experts remettent aujourd'hui en question le gain écologique d'un remplacement anticipé d'un véhicule qui roule peu, qui fonctionne encore très bien, par une nouvelle voiture électrique avec des batteries très polluantes. On peut aussi quand même rappeler les drames humains et environnementaux liés à l'extraction des matières premières nécessaires pour les batteries des véhicules électriques. La LES, c'est quand même un formidable cadeau offert aux constructeurs automobiles en accélérant les ventes de voitures neuves, des constructeurs automobiles qui trichent, manipulent, faussant ainsi toutes les données sur les émissions réelles. Des experts insistent aussi l'augmentation du poids et de la taille des véhicules électriques induit une hausse absolue des émissions dues au roulement, au freinage, à l'usure des routes, qui devient la première source d'émissions de particules fines liées au trafic routier en Europe. Cela signifie donc que les véhicules électriques dits propres émettent en réalité aussi des particules et dans la mesure où ils sont plus lourds à cause des batteries, ils en émettent beaucoup, si pas autant que les autres véhicules. Maintenant, le plus important, c'est quand même qu'un mécanisme comme la LES, il frappe qui directement? Les travailleurs, les petits indépendants, les infirmières, les agents de la STIB, les ouvriers du nettoyage, du gardiennage, les chauffeurs de taxi, des livreurs. Tous ceux, et ils sont quand même nombreux, qui n'ont pas 30, 40, 50 000 euros pour acheter comme ça un nouveau véhicule. Ceux qui ont pourtant besoin de leur voiture parce que leurs enfants vont dans des écoles différentes, loin du lieu de travail ou du domicile, qui n'ont pas des horaires de bureau, des familles monoparentales. Donc ça, c'est vraiment le caractère inégalitaire de la LES, c'est surtout à ce niveau-là qu'il est marqué et qu'il est inacceptable. Alors, est-ce qu'il y a assez de bornes de recharge dans notre région? Non. Est-ce que ce sera le cas dans 2 ans? On ne le pense pas non plus. Nous avons déjà fait plusieurs propositions d'écologie positive pour améliorer la qualité de l'air, parce que c'est vraiment une priorité. Le renforcement
des transports publics et leur gratuité, comme au Luxembourg et à Dunkerque, pour offrir une véritable alternative à la voiture. Ça fonctionne vraiment, les résultats sont spectaculaires, que ce soit pour la qualité de l'air, que ce soit pour dissuader les gens qui le peuvent d'abandonner la voiture, ça fonctionne vraiment. Le RER, quand il sera enfin terminé, ce sera aussi une solution pour de nombreux nafteurs. On a proposé récemment de renforcer le réseau Noctis et de sécuriser les transports en commun pour encourager leur utilisation. Le MR et les engagés, notamment, ont voté contre toutes ces propositions d'écologie positive. Avec le PTB, c'est ce que nous souhaitons, une politique écologique ambitieuse mais juste, qui attaque les plus grands pollueurs, les grandes entreprises, les multinationales, les jets privés des milliardaires, la pollution industrielle, mais pas une politique qui s'attaque aux travailleurs qui, aujourd'hui, objectivement, n'ont pas d'autre alternative. Alors nous demandons effectivement un moratoire et un report général de la LEES, évidemment, mais il faut améliorer la qualité de l'air dans notre région. Pour la santé de nos enfants, c'est essentiel, c'est urgent. Et donc nous allons continuer avec mon groupe à insister pour développer, sécuriser et rendre gratuits les transports en commun, pour faire plus de parkings de dissuasion gratuits aux entrées de Bruxelles, pour renforcer l'offre SNCB dans notre région, pour offrir des alternatives concrètes pour une mobilité durable et accessible à tous. Merci beaucoup. Je ne vois pas de représentant de la NVA. La parole est au groupe Les Engagés. Je ne sais pas si M. De Beukelaar souhaite prendre la parole. Si oui, vous l'avez. Oui, un petit mot quand même sur ce dossier qui aura fait couler beaucoup d'encre. Mais peut-être rappeler pour nous l'importance de cette zone de basse émission. On en a longuement discuté au mois de septembre-octobre, donc on ne va pas refaire tous les débats, mais c'est que j'ai eu l'occasion de rappeler que c'est une ministre, c'est une Frémaux, aujourd'hui engagée, qui a mis en place cette LEES, qui a eu le courage politique de mettre en place cette zone de basse émission. Cette zone de basse émission, on a aussi eu le courage politique de le faire en Wallonie, détricoté ensuite par les écologistes. Là par manque de courage politique. Et donc on a de leçons à recevoir de personne à cet endroit-là. Et la décision qui avait été prise au mois de septembre-octobre, elle a en réalité été prise. C'est quoi comme décision? C'est pas une remise en cause du principe de la LEES. C'est pas, comme certains ont fait croire, un report de 2 ans de toute la LEES. Non, c'est un report de 2 ans du prochain jalon, estimant que toutes les... Oui, Madame Stop, si je peux juste terminer mon propos, après vous pouvez peut-être prendre la parole si vous le souhaitez. Mais estimant que les mesures d'accompagnement n'ont pas été suffisamment mises en place ces 5 dernières années. Et ça n'était pas nouveau de septembre-octobre. Cette position, cette demande, on l'avait depuis plus d'1 an. On avait même demandé, les engager publiquement, dans la presse, bien avant les élections régionales. On avait fait cette demande de dire, en fait, il faut avoir une période, de donner un peu d'air. La formule avait été reprise avec beaucoup d'humour, mais donner un peu d'air aux Bruxellois pour avoir le temps de s'adapter à cette nouvelle obligation qui, il faut qu'on le reconnaisse tous, est extrêmement impactante pour les citoyens. Extrêmement impactante, concerne beaucoup de citoyens et concerne des véhicules qui ne sont pas très très vieux. Et donc, il y avait là un vrai effort qu'on demande à la population et qu'on va continuer d'ailleurs à demander, puisque, je vous le dis, le prochain jalon, il va être mis en place simplement un peu plus tard. Alors, est-ce qu'on devait le faire exactement comme ça dans l'ambiance politique qui régnait à ce moment-là? J'ai pu déjà m'expliquer sur ce sujet-là et je vous invite à revoir mes interventions d'il y a maintenant bientôt 1 an. Est-ce que ça devait être 2 ans?
je les ai engagés. Si on avait été tout seul, on ne l'aurait pas fait comme ça. Hein, ça, c'est très clair. Je rappelle quand même que chaque ministre, chaque fois qu'il y a un nouveau jalon de cette LES qui est mis en place, chaque fois, il y a eu discussion sur un report ou non de la mise en place du jalon. Hein, ce n'était pas du tout la première fois. Ça a été de toute façon plusieurs fois 6 mois. Je me demande si ça n'a pas déjà été 1 an aussi pour certains jalons. Donc il y a eu chaque fois des aménagements qui ont été mis en place pour être sûr. Mais sûr de quoi en fait? Sûr de susciter l'adhésion des citoyens. Parce que vous pouvez avoir la plus belle trajectoire que vous voulez en matière climatique. Si vous n'avez pas avec vous vos citoyens et vos citoyennes, eh bien, vous n'êtes rien. Et c'est la meilleure manière de faire couler toute ambition climatique à long terme. Vous avez peut-être gagné en images et en faisant cocorico sur un dossier, mais après, les années d'après, les citoyennes et les citoyens se détournent de la transition climatique parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'adhérer au dispositif et d'avoir le temps de s'y plier et de s'y préparer. Alors, moi, parce que j'entends l'élégance politique et la façon dont on doit mener les dossiers quand on veut être sérieux, je rappelle quand même le scandale du rapport de Bruxelles Environnement qui avait été demandé par le ministre et qui a été diffusé dans la presse avec des fake news, des fausses informations, puisque le rapport en fait portait sur le report de 2 ans de tous les jalons de la LES. Et donc, on y assortait des calculs, même financiers, ça allait coûter 20 millions d'euros, etc. Alors qu'en réalité, le texte ne portait que sur le report du prochain jalon et ne touche pas à l'entièreté du reste du dispositif. Et donc, là aussi, pas de leçon à recevoir sur la façon dont on mène les dossiers. Je pense que chacun on peut toujours faire mieux, et j'ai déjà expliqué pourquoi, si on avait été tout seul, on aurait certainement géré les choses d'une manière différente, mais, et ça devient peut-être rare dans la politique bruxelloise, de temps en temps, il faut aussi être capable de se mettre ensemble, de faire des compromis et de se mettre d'accord avec plusieurs partis, parce qu'on a rarement raison tout seul. La longue crise politique que l'on vit nous le démontre une fois de plus. Aussi rappeler que le calendrier initial avait été établi en 2016. C'est il y a 8 ans. Donc c'est aussi normal qu'entre-temps, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la crise énergétique, il y a eu la guerre en Ukraine, le monde a un petit peu changé. Et ça ne veut pas dire que du coup, on doit mettre au frigo toute ambition climatique, pas du tout, vous le savez, c'est au cœur du projet des engagés, l'ambition climatique, mais simplement pouvoir adapter certains éléments de dispositifs qu'on a décidés il y a près de 10 ans, ça ne me paraît pas tout à fait inopportun. Alors voilà, simplement vous dire que aussi, il faut bien comprendre que cette mesure de la LES, ce n'est pas une mesure climatique. C'est une mesure de santé publique. Et je me suis moi-même, dans mon discours pendant ces 5 dernières minutes, je me suis moi-même fait avoir, puisque on parle toujours d'ambition climatique, mais c'est en fait une ambition de santé publique. Et parce que les voitures que vous excluez de la LES, elles ne sont pas détruites du jour au lendemain, évidemment, elles vont polluer ailleurs. Et donc, c'est une mesure de santé publique. Et la qualité de l'air et la qualité de l'air, il faut bien que tout le monde comprenne ça, au 1er janvier 2027, sera le même qu'au 1er janvier 2025 si on n'avait pas changé la réglementation. Donc, ça ne s'accumule pas. Donc, à partir du moment au 1er janvier 2027, on aura le même parc automobile que si on avait mis en place la LES comme prévu, enfin l'agent de la LES au 1er janvier 2025. Et donc, oui, il y a un impact, bien sûr, puisqu'on reporte de 2 ans le jalon. Bien sûr que pendant ces 2 ans-là, on s'améliore moins rapidement. C'est ça qui se passe, on s'améliore un peu moins rapidement. Mais on rattrape évidemment le retard, puisqu'à partir du 1er janvier 2027, tout le reste des jalons reste intouché par ce texte. Dernier élément peut-être sur l'aspect information.
En effet, c'était un bon amendement, nous on trouvait, du collègue Dalle pour s'assurer que l'information circule, que les gens sachent qu'ils ne pourraient normalement plus circuler dans la zone de basse émission, mais qu'on leur donne un délai supplémentaire. Alors, il y a déjà des dispositifs d'information qui sont prévus, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. La façon dont l'amendement a été apporté, eh bien, contrevient à rencontre certains problèmes légaux, et donc on préfère aussi l'enlever pour pas que le texte puisse être attaqué. Mais bien sûr, et c'est pour ça que nous, on travaille d'arrache-pied avec d'autres, on n'est pas les seuls, d'autres groupes politiques pour tenter de former un gouvernement ici en région bruxelloise, parce qu'évidemment, toutes ces mesures d'information, toutes ces mesures d'accompagnement sont essentielles. C'est pour ça qu'on reporte le texte aujourd'hui. Et donc, nous, on est impatients, bien sûr, d'avoir un gouvernement régional de plein exercice qui puisse mettre en œuvre non seulement des mesures d'accompagnement et d'information crédibles, fortes, mais aussi toute une série d'autres mesures concernant la qualité de l'air, parce que la qualité de l'air, ce n'est pas uniquement la zone de basse émission. Il faut monitorer, et donc il y a certainement des stations de mesure qui doivent être installées supplémentaires. Il faut pouvoir informer correctement les citoyens. Des dispositifs comme les rues scolaires doivent être mis en place de manière beaucoup plus généralisée. Donc voilà, tous ces dispositifs-là, on peut continuer aussi à y travailler, et nous serons évidemment, si nous y montons dans un gouvernement régional, ce sera avec beaucoup d'ambition à ce niveau-là. Donc, contrairement à tout ce qui a été dit, le report, c'est juste le report de 2 ans du prochain jalon, pas de l'entièreté du dispositif. Et donc, beaucoup de fake news ont été diffusées dans la presse à cet égard-là. Ça ne remet pas du tout en cause donc l'entièreté du principe de la LES, pas du tout. La LES qu'on enterrait, etc., mais pas du tout. Le principe, il est là, il reste. Simplement, on reporte la mise en vigueur d'un jalon. Et donc voilà, ici, nous allons bien sûr soutenir ce texte qui est simplement un correctif technique, j'ai envie de dire, à ce qui a été discuté au mois d'octobre, qui aurait pu être mieux fait, qui aurait pu être fait dans d'autres conditions. Je me suis exprimé à l'époque, mais je pense que, voilà, on ne va pas refaire le débat. Moi, je pense aussi que les citoyens et les citoyennes ont besoin de prévisibilité, ont besoin de stabilité. Et donc, à partir du moment où vous faites un changement, vous devez l'assumer, vous devez le mettre en œuvre. On a voulu le faire bien avant le 1er janvier, rappelez-vous, pour s'assurer que les gens aient la bonne information au bon moment. Ça avait déjà été reporté, les débats ont duré longtemps, et donc il y a eu déjà beaucoup de cafouillis autour de ce texte. Donc maintenant, il ne faut pas rajouter de l'insécurité à l'insécurité. Et donc, nous allons bien sûr voter ce texte pour être sûr d'avoir à présent un texte solide pour la poursuite de la LES en région bruxelloise. Merci beaucoup. Monsieur Suarez pour le groupe Écolo. Je ne sais pas si vous souhaitez la parole. Merci, Madame la Présidente. 2 choses. D'abord, la forme et le fond. D'abord, la forme. En fait, ce texte illustre très bien la situation de la formation du gouvernement actuel, c'est-à-dire catastrophique. Nous avions alerté à l'époque sur les risques en termes de précipitation. Et je rappelle, pourquoi est-ce que je parle de la formation du gouvernement? Je parle de la formation du gouvernement parce que, je le dis avec comment nous l'avons ressenti, la ministre, à l'époque, qui a tendu la main, a été méprisée. La ministre de la Mobilité qui a dit « Je ne suis pas contre le fait qu'on rediscute de la LES. Je tends la main afin d'avoir une discussion. » Elle a été méprisée et on voit que ce qui a été dénoncé par le ministre, par la ministre à l'époque, le fait qu'on se mette sur le coin d'une table pour traiter d'une question essentielle pour la santé des Bruxelloises et des Bruxellois, a amené à ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est-à-dire corriger un texte qui a été très mal ficelé, au point de se tromper de type de véhicule. Et la suite nous le montre. La suite nous le montre parce que c'était la douce romance à l'époque entre le PS, le MR et les engagés. On faisait des coalitions miroirs dans les communes, on se mettait ensemble contre le climat, l'environnement et la santé, les mesures en tout cas qu'il fallait prendre, et on décidait de reporter la LES. Alors, j'entends bien le fait qu'on nous dise on n'a pas changé d'ambition, il n'y a pas de différence, et j'entends les engagés là-dessus, mais depuis
un moment, que ce soit au fédéral ou dans les autres entités, on se rend compte que toutes les ambitions climatiques et environnementales sont en train d'être démontées une à une. Et ces ambitions, on l'entendait aussi au MR à l'époque. Aujourd'hui, on se tait dans toutes les langues. En Wallonie, on diminue le budget de la biodiversité de 75%, au calme, comme si la préservation de la biodiversité, j'entends crier écologie punitive, écologique. Qu'est-ce que la biodiversité, la préservation de la biodiversité a avec l'écologie punitive? Sincèrement, qu'est-ce que l'investissement dans la mobilité douce, comme le tram, a avec l'écologie punitive? Et pourtant, ces mesures sont remises en cause. Et donc, soyons clairs, nous sommes très inquiets par rapport à ce qui va se mettre en place à Bruxelles. Et au-delà de la question de la lait, c'est un symbole de cette volonté de dire en campagne, pour plaire aux électeurs qui sont très sensibles à la question, nous sommes en faveur du climat et de l'environnement. Et quand on est au pouvoir, ou même avant même d'être au pouvoir, on se met d'accord pour détricoter tout ce qui a été fait en faveur de la santé, du climat et de l'environnement. Je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de formation du gouvernement, si on avait dit à ces trois partis à l'époque, prenez le temps de discuter, prenez le temps d'avoir des positions communes avec celles et ceux avec lesquels vous devrez négocier. Je crois qu'aujourd'hui, vous auriez changé d'avis. Et je comprends la position de mon collègue, Christophe de Bequelard, parce que quand on prend une décision, on ne la prend pas aussi importante, dans un moment aussi sensible, on ne la prend pas à la hussarde. On ne la prend pas en donnant le sentiment aux autres de les piétiner, de ne pas tenir compte de leur avis, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et c'est ça, aujourd'hui, qui a des répercussions sur la manière dont la formation du gouvernement fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes, même pour vous aider à former le gouvernement, même vous n'y arrivez pas. Et ça, ce sont des conséquences concrètes. Je crois que nous devons tirer les leçons de cette manière de fonctionner. Si nous voulons arriver à nos objectifs de décarbonation, si nous voulons arriver à nos objectifs de limitation des gaz à effet de serre, nous devons aussi changer de méthode. Nous devons changer de méthode. À aucun moment, nous n'avons donné de leçons dans ce débat. Nous avons toujours demandé, et j'en viens au fond, à ce que nous puissions avoir une discussion sur la manière dont les mesures de renforcement social pouvaient être prises. Parce que nous sommes conscients, effectivement, que la LES et d'autres mesures qui touchent à la transition climatique peuvent avoir un impact social et ont un impact social. Et nous avions plaidé, nous avions dit à plusieurs reprises, à travers le ministre, que nous étions disponibles à pouvoir discuter des mesures de renforcement social. Mais à l'époque, pour le PS, le MR et les engagés, le gouvernement s'était fait. Jusqu'à ce qu'il commence à se taper dessus en raison des postes de bourgmestre. C'était fait. Tout était calé. Et s'il n'y avait pas eu, disons, cette divergence au niveau communal, je me demande quels sont les textes qui auraient été déposés par la suite. Quelle serait la nature de l'accord du gouvernement? Comment est-ce que la dimension écologique aurait été prise en compte? Ça, ce sont des questions que des citoyennes et des citoyens qui sont sensibles à ces questions, qui pensent à l'avenir de leurs enfants, se posent. Quand on voit qu'au niveau de l'Arizona, on a zéro ambition climatique et environnementale, s'il n'y avait pas la trajectoire européenne, je me demande ce qu'il y aurait dans cet accord de gouvernement fédéral. Je me le demande sincèrement. Et aujourd'hui, je le dis légitimement, je suis inquiet par rapport à ce qui va être conclu dans l'accord de gouvernement. Ben venez alors. Et
je pense que ces inquiétudes sont absolument légitimes. On ne peut pas avoir foutu le feu et jouer aux pompiers pyromanes. C'est ça qui a été fait. C'est trop facile. Il faut assumer ses responsabilités. Et donc, nous n'allons pas soutenir ce texte, tout simplement pour rester cohérents par rapport à notre position. Nous le disons, nous serons toujours partie de la solution en ce qui concerne des mesures de compensation sociale. À l'époque, c'est dans cette perspective que toute une série d'exemptions avait été prévues. Donc j'entends le fait qu'il faut susciter de l'adhésion, je le prends à mon compte et je le dis, c'est dans cette perspective que nous avions proposé, quelles qu'aient été les décisions qui ont été prises dans le passé, il fallait trouver des solutions pour préserver et la santé et la justice sociale. On ne peut pas prendre des mesures qui opposent les uns aux autres. Et c'est dans cette perspective qu'on avait fait cette proposition concrète. Mais vous en aviez décidé autrement. Aujourd'hui, énormément de citoyens sont inquiets par cette absence de gouvernement. Je pense que ce texte est illustratif de ce cafouillage qui persiste encore aujourd'hui. Et j'espère qu'on en tirera les leçons, quelle que soit la suite, quelles que soient les discussions. Parce que quand j'entends des gens, je n'ai pas l'impression que certains ont tiré des leçons. Même sur la forme, hein, même sur la forme. Sur le fond, on peut être d'accord sur les objectifs climatiques, mais sur la forme, quand j'entends certains, je n'ai pas l'impression qu'on tire des leçons des difficultés qui ont été causées par la méthode. Parce que nous sommes dans un système proportionnel, on n'aura pas raison tout seul, y compris parfois deux partis n'auront pas raison tout seuls. Et donc, il faut faire preuve d'ouverture. Et quand une ministre dit « je veux discuter », il faut pouvoir l'écouter. Et je crois que pour la suite, c'est important, c'est un signal important qu'on doit également envoyer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Soares. La parole est au représentant du groupe Défi, Monsieur Depatoul. Merci Madame la Présidente. Alors, on nous avait dit qu'on allait gérer comme des ingénieurs et qu'on opposait ça à une gestion par des poètes, parce qu'effectivement, opposer les gens les uns aux autres, eh bien, ça semble être à la mode en politique et malheureusement un peu moins pratique peut-être pour former des gouvernements. Alors, on oppose les cyclistes aux automobilistes, les poètes aux ingénieurs, les baraquis aux gens bien, et on se rend compte qu'in fine, finalement, on n'a pas à gérer comme des ingénieurs. Et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que eux, à mon avis, ils ne se seraient pas trompés dans l'écriture de cette proposition. Et très franchement, c'est un petit peu inquiétant pour la suite et pour l'avenir. Alors si on se remet un peu dans le contexte, on était avant les élections communales et nous, on avait demandé par rapport à cette réflexion, cette discussion, de prendre un petit peu de temps. Alors c'était pas prendre des mois, mais peut-être prendre 2 semaines, d'entendre certains experts, savoir un peu, tiens, quels sont les chiffres exacts, parce qu'on entendait plusieurs types de chiffres par rapport aux véhicules, par rapport aux alternatives éventuelles possibles. Prendre un peu de temps, ça aurait été bien, parce qu'on aurait peut-être pu mieux écrire cette proposition. Et on n'était très sincèrement pas à 2 semaines près, mais malheureusement, voilà, ça a été refusé. Alors moi, je suis quand même assez interrogatif par rapport à ce que j'entends de la part de mon collègue Steinbeck. Si je comprends bien, vous étiez tous ensemble au mois d'août, PSMR engagé, Groen, VLD, Vorreut, on discutait, on prévoyait peut-être de grands projets pour Bruxelles, je ne sais pas. Et puis voilà, on a vexé, frustré, on a méprisé certains et ça a capoté. Ça a capoté. Est-ce que, alors l'avenir ne nous le dira sans doute jamais, mais est-ce que si on n'avait pas agi de cette manière-là à la hussarde par rapport à un des partenaires, est-ce qu'aujourd'hui on aurait un gouvernement? La question est quand même, je trouve, pertinente par rapport à la situation qu'on connaît. Je rejoins par ailleurs mon collègue de Groen par rapport à sa question et à son idée d'avoir une analyse juridique de cette question.
et en attente de suspendre, par exemple, les éventuelles amendes, etc. Je crois que c'est une proposition qui peut tout à fait être pertinente. Alors, on reporte la lèse, on garde les chaufferettes pour chauffer la rue, on reporte l'interdiction des chaudières au mazout en Wallonie. Mais en tant qu'ingénieur que vous êtes, est-ce que vous avez chiffré l'impact de ces mesures en termes environnementaux et sur la qualité de l'air ? Ça, c'est une question que je me pose. Et moi, j'ai été voir un petit peu ce que les ingénieurs ils disent. Eh bien, ils disent par exemple, et je reprends un autre cas, mais rien que pour le fait de reporter de 2 ans l'électrification des nouveaux taxis, c'est 67 000 tonnes de CO2, l'équivalent de 340 000 barils de pétrole. Voilà ce que ça coûte. Ça, c'est des chiffres d'ingénieurs. Et ça me paraît intéressant, quand on fait des débats de ce type-là, d'amener un petit peu de scientifique. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il n'y a pas que la science. Il y a tout l'aspect social, l'impact social que toutes ces mesures peuvent avoir, et de savoir mais comment est-ce qu'on doit atténuer, comment est-ce qu'on peut atténuer cet impact. Parce que oui, ici, le débat, comme on l'a déjà eu dans de précédentes commissions, c'est toujours la même chose, et je vous pose vraiment la question, et moi je serais intéressé qu'on puisse au niveau de la commission environnement, à un moment donné, peut-être même de manière un peu informelle, mais faire un grand colloque sur la question de comment est-ce que les partis appréhendent la réflexion par rapport à une transition climatique, une transition pour la qualité de l'air qui doit être juste et équilibrée. C'est un vrai débat de société qui est actuel. Et moi, je vous avoue que j'ai un peu peur qu'on vienne me dire, dans 20 ans, tiens, tu étais au Parlement, toi, tu étais député, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Eh ben, franchement, parfois, je me demande ce que je pourrais répondre. Alors, quelques faits scientifiques encore. La capitale belge fait partie des plus polluées d'Europe. À certains endroits, le seuil de l'OMS dépasse de 5 fois est dépassé de 5 fois pour le dioxyde de carbone. On a plus de 900 Bruxellois qui meurent prématurément à cause d'une mauvaise qualité de l'air. Plus de 120 écoles fondamentales à Bruxelles sont exposées à des concentrations de polluants atmosphériques largement supérieures aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors oui, moi je trouve ça inquiétant. Alors effectivement, il y a une série de personnes pour qui c'est compliqué. Ils ont moins de moyens, également des petits indépendants, pour qui une camionnette est indispensable et pour lesquels il faut trouver des solutions. Il faut mettre en place un réel accompagnement. Parce que, en réalité, le problème, eh bien, il va se reposer dans les mêmes termes dans 2 ans. Ce sera la même chose. Et donc, si on ne met pas en place d'accompagnement, on va avoir les mêmes débats ici dans moins de 2 ans. Nous, on avait proposé, par exemple, de trouver un moyen qui permette une dérogation pour les personnes qui roulent très peu et qui ont encore besoin de leur véhicule, personnes âgées par exemple, pour faire une course ou l'autre. Et en fait, ce véhicule, il ne pollue pas parce qu'il roule très peu. Ça a été rejeté. Donc ici, chers collègues, moi je pense qu'on ne résout à ce stade-ci rien du tout. On reporte à plus tard. Et très sincèrement, non, on ne gère pas comme des ingénieurs. Merci beaucoup. Nous avons terminé le tour, je pense, des différents intervenants. Je ne sais pas si les auteurs, M. Icazban, souhaitent répliquer. M. Icazban, Mme Burcel. Oui, merci Madame la Présidente. Merci aux collègues qui se sont exprimés. Alors, quelques éléments. D'abord, j'ai vraiment l'impression que depuis octobre, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est cette manière d'aborder les choses. Où certains considèrent que vous avez d'un côté les défenseurs de la qualité de l'air, les défenseurs de l'environnement, et puis de l'autre côté, les méchants bagnolards, pollueurs, tueurs de poumons. Moi, j'ai déjà dit il y a quelques mois que c'est une vision qui est inacceptable, qui est bipolaire et qui n'est pas respectueuse. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et j'ai cité toutes ces personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture, qui sont aussi désireuses de respecter l'environnement et la qualité de l'air et qui ont un intérêt aussi important que les personnes qui s'expriment par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est une erreur de s'exprimer de cette façon-là parce que j'ai entendu beaucoup le mot mépris dans l'intervention de certains de mes collègues, mais en fait, vous méprisez tous ceux qui conduisent une voiture, tous ceux qui n'ont pas le choix de conduire une voiture, que ce soit les parents solos, souvent des femmes, les travailleurs, les travailleuses, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ont peur de perdre un travail s'ils n'ont pas leur voiture. Enfin, je trouve qu'il y a aussi du mépris dans vos propos par rapport aux gens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture. J'ai envie de dire à mon collègue Groen que, en fait, heureusement qu'on n'a pas attendu la formation d'un gouvernement. Parce qu'à l'entendre, il fallait attendre. Heureusement qu'on n'a pas attendu, puisque voilà, on n'a pas de gouvernement aujourd'hui et on n'aurait certainement pas eu une solution au niveau du gouvernement en affaires courantes.
Et pour info, parce que c'est le collègue Grun qui s'est exprimé, mon groupe, nous n'avons pas la responsabilité de formateur de ce gouvernement, contrairement à votre groupe. Par contre, nous sommes un groupe important de ce Parlement, le deuxième, et nous estimons que nous n'avons pas été élus pour rester au chômage. Nous avons été élus aussi pour répondre aux préoccupations des Bruxellois et des Bruxelloises. Et ici, le sujet qui nous occupe est une préoccupation importante, c'est le report de ce jalon de la LEES par rapport aux véhicules Euro 5, Euro 2 notamment. D'où évidemment la solution. La solution avec l'apport de ce texte. Donc il a fallu venir avec ce texte, le déposer en urgence. Il a fallu aussi trouver une majorité pour le soutenir. Et excusez-moi, mais par les temps qui courent, ce n'est pas un luxe que de pouvoir trouver une majorité autour d'un texte comme celui-ci pour permettre aux Bruxellois et Bruxelloises, à des milliers de familles, de pouvoir continuer à utiliser leur véhicule, pas ad vitam aeternam, mais pendant 2 ans. Alors, se remettre en question, j'ai entendu ça, oui, effectivement, on peut se remettre en question. Non seulement on s'est remis en question, mais on a également écouté la demande du ministre Alain Marron, parce qu'Alain Marron, dans son intervention, il a expliqué qu'il demandait aux auteurs de l'ordonnance de déposer le plus rapidement possible un texte réparateur à la solidité juridique assurée pour clarifier la situation juridique et sortir de l'imbroglio. Voilà. Donc, nous avons assumé la responsabilité. Plutôt que de dire, ce que j'entends, oui, mais ce n'était pas la peine de venir avec une nouvelle ordonnance corrective, réparatrice. Il suffit simplement de ne pas apposer des amendes. Ben, ça, excusez-moi, mais c'est comme hypocrite. Donc on a une législation, on va dire on va s'asseoir sur les amendes. Quel est le message qu'on envoie aux Bruxellois? Non, si on a un texte qui présente une difficulté, une anomalie, il n'y a pas de problème. Hein. Ça arrive très souvent dans ce Parlement qu'on vienne avec des ordonnances correctives, avec des corrections techniques. Je veux dire, qui peut dire aujourd'hui qu'il dépose des textes avec aucune faille, aucune difficulté? Nous, on n'a pas de problème à reconnaître cette éventualité-là. Pour éviter tout malentendu, pour éviter toute imprécision juridique et toute difficulté, on dépose ce texte correctif. C'est aussi une manière d'assumer nos responsabilités et de répondre d'ailleurs à la demande du ministre, qui lui d'ailleurs, je ne pense pas qu'il aurait aimé être dans une situation où il serait amené à envoyer des amendes aux Bruxellois et aux Bruxelloises, parce qu'à mon avis, lui ici s'est remis en question. Alors, d'ailleurs, en parlant de remise en question, j'entends mes collègues écologistes qui s'expriment. Je me souviens encore des déclarations du coprésident d'Écolo qui a dit textuellement, j'ouvre les guillemets parce que ce n'est pas mes propos, on a merdé, on a déçu les gens, on doit absolument changer. Voilà, il a dit on a merdé. Voilà, et il faut changer. Ben voilà, moi j'entends ici que certains n'ont pas changé et continuent en tout cas à continuer avec les mêmes discours, continuer avec le même mépris à l'égard de certains Bruxellois et Bruxelloises. Alors, se moquer des associations? Non, certainement pas. Encore une fois, toujours des procès d'intention dans la bouche de certains. Se moquer des associations? Non. Moi, je respecte fondamentalement le rôle que jouent les associations pour ce qu'elles représentent. Pour que chaque association représente. Et ça, on aura l'occasion d'en parler, à mon avis, dans les années qui viennent. Par contre, la grande consultation qui nous semble importante de respecter et auxquelles nous avons été soumises, ce sont les élections. Les Bruxellois se sont exprimés, et je pense que les enjeux climatiques, le problème que nous évoquons aujourd'hui, comme les problèmes liés à Good Move, à la mise en œuvre de Good Move, où là, on n'a pas beaucoup écouté les gens, eh bien, les gens se sont exprimés dans les urnes. Les Bruxellois et les Bruxelloises se sont exprimés en juin, et je pense qu'on est là aussi pour écouter le signal qui a été lancé et montrer aux Bruxellois et Bruxelloises que même si nous n'avons pas de gouvernement, bien, nous avons un Parlement. Et un Parlement qui ne chôme pas, un Parlement qui est là pour travailler, un Parlement qui est là pour proposer, pour suggérer. D'ailleurs, c'est tout à fait démocratique puisque notre texte précédemment a recueilli une large majorité et je ne doute pas du fait que le texte qu'on dépose aujourd'hui aura également une large majorité pour passer. Alors, je dirais simplement, j'ai entendu parler des mesures d'accompagnement social. Certes, mon collègue derrière moi dit « Oui, mais nous sommes disponibles, nous avons toujours été disponibles pour des mesures d'accompagnement social. » Oui, c'est facile de dire que vous êtes disponible aujourd'hui, mais pendant 5 ans, on n'a rien vu, zéro. Et d'ailleurs, je vous invite à relire
le rapport de la commission d'octobre, hein, où ces propos ont été tenus, et où Pascal Smet, qui n'est pas là, malheureusement, pour une fois je regrette son absence, mais il a dit textuellement, comme ancien ministre du gouvernement, que jamais les écologistes ne sont venus avec des propositions d'accompagnement social par rapport à ces jalons de la LES. Jamais. Que les seules mesures qui ont été adoptées, elles sont arrivées par le ministre-président Rudy Vovro. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut pas, sur les propos de Pascal Smet, si c'était faux, il fallait le contredire à l'époque. Il fallait le contredire à l'époque, vous ne l'avez pas contredit, et je pense que Pascal Smet, contrairement à vous et à moi, était membre du gouvernement et donc est témoin de ce fait-là. Il l'a dit en commission, je n'ai pas de raison de douter, en tout cas, de ses propos. J'attends que mes collègues respectent un peu mon temps de parole parce que je comprends que ça les met un peu mal à l'aise. Ils ont merdé, ils doivent se remettre en question, ils n'arrivent pas à se mettre en question et ils continuent à vouloir emmerder les Bruxellois et les Bruxelloises. Alors, je pense que le texte qui est aujourd'hui devant nous, ben, en fait, il est positif pour la démocratie, il est positif socialement et économiquement parce qu'il répond à une vraie préoccupation. Parce qu'il y a quelque chose dont vous ne parlez jamais. C'est l'inquiétude des Bruxellois et des Bruxelloises qui sont détenteurs de ce type de véhicule. L'épée de Damoclès qu'il y avait au-dessus de leur tête. On a discuté qu'en octobre d'une disposition qui permettait de reporter une échéance qui allait voir le jour au 1er janvier 2025. Et déjà en octobre, il était -1. Vous imaginez la peur, vous imaginez l'angoisse de ces familles, de ces propriétaires de véhicules qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser. Eh bien ça, vous n'en parlez jamais et je trouve ça vraiment dommage. Et encore une fois, comme l'a dit mon collègue de Beukelard, nous pensons également que cette capacité que nous avons à un moment donné à nous remettre en question et à dire tiens, on va reporter un jalon de la LES, on ne reporte pas toute la LES, c'est un jalon bien précis, va probablement et certainement permettre de manière beaucoup plus efficace de susciter l'adhésion dans la population. Parce que ce qui est important demain, ce n'est pas d'imposer des mesures, d'imposer des modèles, c'est aussi de réussir à gagner l'adhésion de l'ensemble des Bruxellois et des Bruxelloises. Si on arrive à faire comprendre aux gens et si on arrive à donner le temps nécessaire aux gens de pouvoir s'adapter, c'est ça qui est extrêmement positif. On l'a fait aujourd'hui, on l'a fait pour l'Euro 5, l'Euro 2, comme nous l'avons fait aussi, et là j'ai entendu qu'il y a encore du mépris, comme nous l'avons fait pour les véhicules électriques qu'on voulait imposer au secteur du taxi. Parce que ceux qui disent ça ne se rendent pas compte des difficultés épouvantables que le secteur du taxi vit en ce moment. Voilà, Madame la Présidente, les quelques éléments que je voulais apporter et je remercie d'avance tous les collègues qui vont soutenir cette proposition d'ordonnance. Merci beaucoup. Madame Dursel, vous avez demandé la parole. Oui, merci beaucoup. Donc je ne vais pas entrer dans le fond du dossier parce qu'on en a parlé suffisamment au mois d'octobre. Par contre, pour répondre à certaines critiques, je voudrais rappeler que pour l'EMR, la qualité de l'air est une priorité. Et pour preuve, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas présents, mais nous avons été les premiers à déposer un texte pour demander la mise en œuvre de la zone de basse émission en 2011. Et qui était au gouvernement en 2011 ? Eh bien, entre autres, des écolos et des Groen. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait moyen à ce moment-là, probablement, de mettre en œuvre une mesure importante, en tout cas pour lutter contre la mauvaise qualité de l'air. Par contre, il s'agit évidemment, la LES n'est pas la seule solution. Il faut différentes politiques qui soient menées conjointement. Alors, surtout qu'ici, et je le rappelle, l'objectif environnemental reste le même, vu qu'il s'agit d'un simple report, mais l'ambition environnementale reste la même. Je rappellerai une phrase de François Gemène qui dit « Attention, la transition écologique, la transition climatique, il faut la faire avec les citoyens et non contre eux, sinon on risque le rejet, de créer le rejet de leur part. » Alors, simplement pour répondre aussi, et ça c'est nous, MR, on ne s'est jamais moqué des associations, au contraire, on les remercie parce qu'il s'agit ici... ils ont mis le doigt sur cette erreur technique et ça nous permet aujourd'hui, en fait, de la corriger. Nous gardons des très très bons contacts avec eux et nous les rencontrons d'ailleurs régulièrement. Donc je voulais rappeler ces éléments qui nous paraissaient importants. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Monsieur Bex avait demandé à prendre la parole et après nous allons clôturer la discussion générale. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil inderdaad graag nog even ingaan op een aantal elementen die in het debat zijn aangebracht. Er wordt door bepaalde collega's, en in het bijzonder door collega Ikasban, maar ook door de collega's van de PTB, gesteld alsof er hier een grote tweedeling is van degenen die het allemaal goed begrepen hebben en dat er een evenwicht moet zijn tussen volksgezondheid en de financiële draagkracht van de mensen om zich aan te passen. En dan de anderen, de idioten, die alleen maar met klimaat en gezondheid bezig zijn en die geen oog hebben voor het draagvlak bij de bevolking en de mate waarin dat mensen mee kunnen. Collega's, als je de discussie eerlijk wil voeren, ga dan zelf niet in die karikaturen. En in het bijzonder aan collega Ikasban zou ik dat willen zeggen. Wij hebben altijd oog gehad voor beide. En het is niet omdat er dan opeens een voorstel komt waartegen wij ons verzetten. Ik denk even legitiem als dat u daar kan voor zijn, dat we elkaar moeten gaan onderverdelen in degenen die wel begrijpen waar de mensen mee bezig zijn en degenen die vanuit hun ivoren toren alleen maar met ideale scenario's bezig zijn en niet begrijpen wat er bij mensen leeft. Het probleem van de volksgezondheid in onze wijken, het probleem van mensen, jongeren, kinderen, ouders die hun kinderen zien opgroeien met een puffer omdat ze in een slechte luchtkwaliteit moeten opgroeien, is reëel. En misschien dat de collega van de PvdA, PTB, kan zeggen van ja, elektrische wagens, dat is nog slechter dan oude dieselwagens, want dat is ongeveer hoe men uw tussenkomst kan samenvatten. Maar ik denk dat we wel moeten zoeken met verantwoorde partijen naar een manier om over dit thema te praten, waar dat we niet meegaan in die tweedeling. Want we moeten inderdaad op zoek gaan naar een draagvlak voor milieumaatregelen, voor klimaatmaatregelen. En de manier waarop dit proces is gelopen, draagt absoluut niet bij tot het creëren van dat draagvlak, maar gaat gewoon verder op de campagne die gevoerd is naar aanloop van de verkiezingen van juni. Men heeft gezien dat dat goed werkte en men heeft ervoor gezorgd dat men richting oktober die campagne nog wat kon verder voeren. Door die tweedeling, meneer Ikasban, nog verder te gaan exploiteren, omdat men dat electoraal interessant vond. Laat ons daarmee stoppen. Tweede punt. Dit parlement moet kunnen werken. Absoluut, absoluut. Maar kijk nu eens naar de grote realisaties die dit werkend parlement de afgelopen 8 maanden tot stand heeft gebracht. Veel trofeeën hebben we niet, hè? En is dit nu echt het thema waarmee we die honderdduizenden Brusselaars, waarvan velen elke dag het moeilijk hebben om rond te komen en heel veel zonder auto, die zelfs door deze problematiek helemaal niet geraakt worden, is dit nu het thema waarop dit parlement zich op de borst moet kloppen en zeggen van kijk eens hoe goed wij met de bezorgdheden van de burgers zijn omgegaan, terwijl de mensen die dan moeten zorgen voor een regering daar niet in slaagden? Ik denk eerlijk gezegd dat we daar iets meer bescheiden zouden mogen zijn in plaats van onszelf zo op de borst te kloppen. Maar dat is, mevrouw de voorzitter, een persoonlijke bedenking waarmee ik hier graag afsluit. Merci beaucoup. Donc ceci clôture la discussion générale. Nous allons passer... Ah, ok. Il fallait vous signaler un petit peu, Monsieur Suarez. Je n'ai pas une vue... Voilà, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village et dire ceci. Autant je n'ai donné aucune leçon aux socialistes, autant au niveau social, autant je n'accepterai aucune leçon, notamment en termes de mesures prises. Parce qu'on ne peut pas essayer de s'approprier seul certaines mesures qui ont été prises et dire que des mesures d'accompagnement social n'ont pas été prises. On peut estimer qu'elles ne sont pas suffisantes. Je peux l'entendre. Et je l'ai dit
en son temps, lorsque nous avions eu le premier débat. Mais on ne peut pas dire que la prime bruxellaire n'a pas existé. C'est une contre-vérité de dire que la prime bruxellaire n'a pas existé. Elle a été prise par qui, cette décision? On ne peut pas dire que toute une série de mesures, d'exceptions, d'exemptions. Et j'ai entendu des collègues nous dire à l'époque, ah mais il y a plein de gens qui ne sont pas exemptés, notamment les personnes à mobilité réduite. Alors que sur le site de la LES, c'était mentionné. Toutes ces mesures ont été prises par qui? On peut estimer qu'elles ne sont pas suffisantes. Mais je pense que nous, écologistes, nous avons la qualité de nous remettre en cause. Oui. Et je pense que certains qui voudraient former un gouvernement devraient en prendre de la graine. Je pense que certains devraient en prendre de la graine pour pouvoir former un gouvernement. Parce que comme mon collègue Steinbeck l'a dit, à force d'avoir la même méthode, cette méthode arrogante vis-à-vis des partenaires, on n'y arrive pas. Et il ne faut pas essayer de mettre dans ma bouche, et c'est la même stratégie depuis le début, d'estimer qu'on méprise les gens. À aucun moment, il n'en a été question. Ça, c'est une tactique qui est, je vais dire, qui n'est pas correcte. Essayer de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. C'est malhonnête. C'est profondément malhonnête. Parce qu'à aucun moment, je n'ai parlé de mépris vis-à-vis des personnes. Au contraire, j'ai évoqué les difficultés sociales que vivent certaines personnes et j'ai dit très clairement, je le répète, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que oui, nous étions prêts à pouvoir discuter du renforcement des mesures d'accompagnement social. Nous étions prêts. Mais il ne faut pas oublier le fait qu'au niveau de la santé, des maladies s'accentuent. Le nombre d'enfants asthmatiques dans cette région explose. Pendant qu'on parle et pendant qu'on reporte, le nombre d'enfants asthmatiques explose. Le nombre de maladies qui sont liées à la qualité de l'air explose. Les associations le martèlent et le répètent régulièrement. Et donc, au lieu d'être dans une vision unique qui vise à jouer à celui qui est le plus proche des dimensions sociales et à faire de l'autre celui qui ne pense pas aux mesures sociales, je pense qu'on devrait concilier les deux objectifs. C'est ça qu'on devrait faire, plutôt que de passer son temps à être en permanence en campagne. Parce que ce que j'ai entendu ici, c'est un discours de campagne. Et j'ai l'impression que pour la formation du gouvernement, on n'en sortira jamais. Il est temps qu'on en sorte. Les Bruxelloises et les Bruxellois vous ont donné la majorité et nous sommes de parfaits démocrates. À un moment donné, il faut que vous preniez vos responsabilités. Et il faudrait que vous arrêtiez d'être en campagne en permanence et qu'on puisse prendre des mesures positives pour cette région. Et nous avons dit aux formateurs que nous n'allions pas bloquer par rapport à des solutions créatives qui pourraient être prises. Nous n'allons pas bloquer par principe la formation d'un gouvernement. Et je pense qu'il faudrait que chacune et chacun, dans le dossier que nous portons et dans les signaux que nous envoyons, avoir cette attitude. Et je souhaite bon courage à celles et ceux qui vont continuer à discuter et à essayer de trouver une solution parce que la campagne est terminée et maintenant, il faut à un moment donné former le gouvernement. Merci Monsieur Soares. Et si je peux vous rappeler à tout un chacun de s'en tenir au débat qui nous préoccupe et d'éviter de dévier des sujets qui échappent à notre commission. Pour tout le monde alors, pour tout le monde. Voilà. Et pour les autres sujets, vous pouvez aussi poser vos questions dans les commissions sectorielles appropriées. Merci beaucoup. On va avancer dans les débats. Donc ceci clôture la discussion générale. Nous passons à la discussion des articles. S'il y a des questions, donc il y a 3 articles. Je ne vois pas de questions concernant les articles. Donc nous allons passer au vote. Voilà, tout le monde est prêt. Article 1er, qui est pour? Pour.
Merci beaucoup. Article 2, qui est... ah pardon, excusez-moi, pardon. Voilà, oui, pardon. Voilà. Voilà. Je reviens à l'article 1, premier, veuillez m'excuser. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, merci beaucoup. Article 2, qui est pour? 11 voix pour. Qui est contre? 3 contre. Abstention. De toute façon, voilà. Article 3, qui est même vote? Voilà, merci beaucoup. Je dois faire un vote sur le texte global. Qui est pour? 11 voix pour. 11 pour. Qui est contre? 3 contre. Merci beaucoup. Est-ce que la confiance peut être faite à notre collègue M. Van Goissenhoven pour le rapport? La confiance est faite. Je vous remercie pour votre présence.